Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous sommes ensemble pour commenter l'actualité aujourd'hui avec Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour Alex, on peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube, chaîne de débat politique Les Indécis. Vous avez également réalisé un documentaire, Le ministre qui ne devait pas l'être, qui est consacré je peux vous le dire en exclusivité. Éric Dupond-Moretti. Et le prochain ? On peut pas vous dire qui c'est, mais on en prépare un autre. En immersion. En immersion, exactement. Bon, Mathieu Baccialone, bonjour, communicant, président de M2B Conseil. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Bonjour Benjamin. Et Andrea Cotaract, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour à vous. Vous avez de la chance, profitez-en, parce que les politiques, il y en aura de moins en moins à cause des temps de parole. Donc à partir du 18, c'est ça Juliette, du 15 avril, il va falloir être encore plus vigilant sur les temps de parole des uns et des autres. On va évidemment revenir sur les différentes agressions dans les écoles, et meurtres même, Viry-Châtillon, Challans. On va revenir sur ce qui s'est passé avec prudence tout de même, mais on parle de crime d'honneur en France en 2024. Ce matin, j'avais une amie qui me disait, mais pourquoi parler de crime d'honneur ? Je trouve que d'employer ce terme, c'est très ambigu. Alors, c'est comme ça que ça s'appelle quand on veut venger ou l'honneur de sa famille. Gabriel Attal propose des conseils de discipline dès le primaire. Valérie Hayé qui est en train de perdre des points sur la liste, la taxe lapin pour les médecins. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Benjamin Cauchy, on peut commencer peut-être avec vous. Oui, j'avais envie de vous parler ce matin du logement social. Vous le savez, j'en ai parlé il y a quelques jours sur votre antenne. Nous avons un véritable problème de logement dans notre pays. Et hier, en marge de ce sujet, le préfet Auboin a été interviewé par le journal du dimanche concernant une étude qui a été sortie par la Fondapol et l'OID sur la nature du logement social en France. Et l'on se rend bien compte finalement qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants à porter à la connaissance de tous. La première chose, connaissez-vous l'âge moyen d'un locataire dans un parc HLM? Non. Mais les deux, 50 ans. En moyenne, c'est 50 ans l'âge d'un locataire. Donc, l'idée d'avoir un logement social pour démarrer sa vie est quelque chose qui est un fantasme. La deuxième chose, quel est le taux de rotation dans les logements sociaux en France? 5% seulement. Donc, quand vous avez un aussi faible taux de rotation dans le parc locatif social en France, que vous avez 400 000 entrées, comme l'année dernière, et qu'il n'y a eu que 60 000 logements sociaux de construits en 2023, vous comprenez bel et bien que, au-delà de l'étage du problème d'accession à la propriété actuellement à cause des taux d'intérêt, eh bien, il y a un engorgement du logement social. Le système est à l'eau pour la simple et bonne raison, c'est que les locations sont à durée illimitée. Et donc, il y a des pistes de réflexion, au-delà de la maîtrise, évidemment, de nos frontières et de la régulation des flux migratoires qui, sans cela, ne pourra rien faire. Il y a quand même des idées telles que revenir sur le caractère illimité du droit de location, avec un point et un suivi qui serait réalisé en redonnant le pouvoir aux communes sur la gestion du parc social, peut-être avec une priorité à ceux qui vivent depuis plus longtemps dans la commune. Voilà, il y a des pistes de réflexion, car aujourd'hui, les seuls critères d'attribution, ce sont le montant des APL potentiellement perçus par le bailleur, ce qui lui assure forcément un revenu, et la deuxième chose, le nombre d'enfants. Et puis alors, il y a des choses un petit peu plus intéressantes qui nous dit, par exemple, lorsque les Asiatiques en France qui rentrent dans le parc locatif repartent pour plus de moitié dans l'accession à la propriété. En revanche, la population issue du Maghreb et notamment d'Algérie ne devient propriétaire qu'à hauteur de 22%. Donc on voit bien qu'il y a des populations qui, entre guillemets, se confortent ou alors ne peuvent pas faire autrement que de rester dans le logement social. Je fais attention à ce que je dis, Alex. Mais quoi qu'il en soit, ce témoignage, cet article prouve bien qu'il y a une sorte de ghettoisation, qu'il y a vraiment un enfermement communautaire dans le parc social et qu'il y a quand même, si je puis me permettre cet avis, urgence à faire en sorte que, à défaut de pouvoir construire autant de logements sociaux, au moins de réguler les flux migratoires, car nous ne pouvons même plus loger les gens.
Oui, je vous ai vu réagir. Ouais, juste dire une chose, c'est qu'on devrait peut-être aussi faire le ménage, qui est rarement fait, pardon d'employer ce terme, quand il y a des délinquants, quand il y a des gens qui ne respectent pas les règles. C'est plusieurs personnes que je connais qui habitent dans des HLM et qui me racontent qu'il y a des familles qui, foutent le bordel. Il n'y a pas d'autre mot, qui cassent les ascenseurs. On les connaît, on les identifie et ils sont toujours là. Je suis auto-censuré, Valérie, sur ce sujet-là, puisque les problèmes... j'ai pas prononcé de. Enfin voilà, c'est pas impolitiquement correct. Je ne désigne personne. Je dis juste que quand il y a des délinquants, quand il y a des gens qui ne respectent pas les règles d'habitation, ils devraient pouvoir être expulsés. Le problème, c'est que quand on les expulse, il faut les reloger. Il y a un droit au logement et on doit les reloger ailleurs. Pardon, excusez-moi, vous vouliez réagir. Non, on est tous conscients effectivement qu'il y a un problème de logement. Il y a un problème de logement en France qui touche quasiment, les catégories populaires précaires, mais aussi les classes moyennes. Benjamin Cauchy a parlé de l'accession à la propriété, c'est un vrai sujet. Il y a la question aussi pour des familles de classe moyenne pour se loger dans les métropoles. Et il y a la question du logement social également. Je suis d'accord dans le sens où il ne faut pas essayer de tout répondre et de faire du logement social comme la seule réponse à la crise du logement en France. En revanche, je serais plus mesuré sur les propos qui ont été tenus, notamment sur ce point Godwin assez rapide sur les flux migratoires et des données ethniques qui me paraissent qui n'ont pas un grand intérêt sur si on compare des communautés entre elles, qui est sur la rotation. D'autant plus il pourrait y avoir un problème à parler de statistiques ethniques si elles étaient discriminatoires. Mais Benjamin, nous sommes dans des factuels et c'est Fondapol et l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui sortent ce sondage et cette étude. Voilà. Bien entendu, mais juste rapidement, il faut mettre ces statistiques ethniques en perspective. Moi, j'ai aucun problème avec les statistiques ethniques, même si j'ai du mal à le dire. J'ai aucun problème avec. Simplement, il faut le mettre en perspective. Moi, j'ai un problème avec. Je trouve que c'est profondément anti-républicain. Très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous savez très bien quand vous dites qu'il y a 22% des Maghrébins qui n'ont pas accès à la propriété derrière. Il y a aussi une certaine forme de racisme quand ces mêmes gens vont vouloir acheter des appartements ou vont entrer en location. Et ça, il faut le dire. Vous pouvez pas juste dire il y a que 22% des Maghrébins. C'est malhonnête de dire ça. Excusez-moi, Benjamin. C'est malhonnête de prendre ces statistiques comme ça et de les balancer comme si c'était normal entre guillemets. Voilà. Alors, on va marquer une pause. J'ai l'impression que le politiquement correct n'est que sur une seule face de la pièce. C'est l'heure du journal, mais vous aurez la parole également, Andrea, dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commentons l'actualité avec Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National, Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis et vous avez réalisé le documentaire Le ministre qui ne devait pas l'être, consacré au ministre Dupond-Moretti, qui est toujours en replay sur la plateforme de France 5. Mathieu Bacchialone, vous êtes communicant et président de M2B Conseil, et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Alors Andrea, je vous dois la parole sur le sujet qu'évoquait tout à l'heure Benjamin Cauchy, à savoir ce rapport qui concerne le turnover dans les HLM et l'âge moyen. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, mais tout d'abord, moi je suis opposé aussi aux caractéristiques ethniques ou à ces comptabilités. Mais ce que dit M. Cauchy n'est pas faux. C'est-à-dire que non seulement on a des clandestins qui sont dans les logements sociaux, on préférerait qu'il y ait des familles françaises, puisque je rappelle que 80% des Français sont éligibles au logement social. Que le communautarisme existe, puisqu'on sait que c'est dans les écoles REP+, donc dans les quartiers, qu'il y a le plus d'atteintes à la laïcité. Et enfin, ces chiffres, c'est pas une statistique ethnique, c'est les chiffres de l'INSEE, dans un rapport de mémoire d'avril 2023, qui nous explique que les populations étrangères et descendantes d'étrangères, effectivement, ont une proportion plus élevée dans le logement social. Donc la question n'est pas vraiment là. La question, c'est que moi, j'ai travaillé à Vénissieux, notamment dans la banlieue sud de Lyon, et à Vaux-en-Velin. La question, c'est que ces gens-là ont droit à la sécurité. La loi française doit s'y appliquer. Pourquoi ? Parce que les rodéos font des victimes chez eux. Oui. Vis-à-vis de leurs enfants, parce que les atteintes à la laïcité, les agressions ou encore les écoles qui sont fermées et confinées parce qu'il y a des tirs
d'armes à feu autour, comme c'est le cas à Vaux-en-Velin, à 8 reprises, ils ont confiné les élèves. Ça, c'est pas normal. L'autorité de l'État doit revenir dans ces quartiers où le communautarisme, il faut le dire, et la délinquance sont plus élevés que dans le reste du territoire français. Vous sortez d'un peu des chiffres de la des c'est les chiffres de l'INSEE, en termes de proportion. Non, mais du sujet des HLM. On va avancer. Alex, vous aviez un... Oui, non, vous je voulais juste réagir sur le fait qu'effectivement, il y a une situation qu'on va pas nier, on va pas dire que tout se passe bien dans ces quartiers, que tout est rose, que la sécurité règne. En revanche, lorsqu'on parle des populations étrangères et des clandestins, il y a un moment où il faut quand même se rendre compte que ce sont des gens généralement qui travaillent en France. Certains payent même des impôts. Ce sont ceux, on va le répéter, mais qui font la plonge dans les restos, qui font le ménage ici dans les studios. Et il y a un moment, il faut bien qu'on les loge aussi. Et je suis pas sûr que la solution soit dans des logements précarisés, dans des hôtels sociaux, avec tout ce que ça peut comporter. Excusez-moi, mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle des HLM. On est bien content d'avoir ces populations-là aussi pour faire marcher les pans entiers de l'économie. Mais il ne faut pas nier les... C'est pas quelqu'un qui viole la loi. Je suis d'accord avec Mathieu. Ouais. Il y avait un projet de loi immigration qui devait traiter de leurs questions, notamment un article dans ce projet de loi immigration. Hop, on l'a évacué, on n'a pas voulu en parler, et aujourd'hui on se retrouve avec les mêmes problèmes d'il y a 10, 15 ans, et on n'en parle toujours pas, et après on fait des papiers pour dire que finalement ils occupent les logements sociaux. Enfin, faut pas tout mélanger non plus. Effectivement, il y a des clandestins. Effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pas la majorité des... Non, c'est pas la majorité, mais excusez-moi, faut être clair. Soit on est clandestin, on a violé la loi, puisqu'on a franchi illégalement les frontières, et on s'y est installé, et on est utilisé par le grand patronat, notamment dans l'hôtellerie, pour les réduire à l'esclavage et les sous-payer. C'est pas moi qui le dis, c'est Didier Lechki, qui était patron d'office de l'immigration, qui dit qu'effectivement, une partie du grand patronat utilise ces migrants et ces clandestins pour faire baisser à la baisse des salaires. Maintenant, je pense qu'une famille française qui n'a rien violé du tout, effectivement, serait peut-être prioritaire dans l'accès au logement social et même sur d'autres registres du régime social français que je défends à 100%. On parle des logements sociaux. Je suis désolé, mais si vous mettez en perspective, moi je vais le faire avec ma situation personnelle. Vous mettez en perspective il y a des années. Moi, ma grand-mère, mes grands-parents, ils sont arrivés d'Algérie. Alors ils étaient français, mais ils sont arrivés d'Algérie. Il y en a deux qui sont arrivés du Maroc ou de la Tunisie. Vous savez, ils ont eu ces logements sociaux. Par rapport au papier dont parlait Benjamin Cauchy, ils sont restés jusqu'à la fin de leur vie dans ces logements sociaux parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils avaient des emplois où ils étaient sous-payés. D'accord. On y vient. Laissez-moi finir. On y vient. Donc on parle des salaires. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Comment vous voulez accélérer l'immigration clandestine utilisée par le grand patronat? Moi, je parle pas d'immigration clandestine. Je vous parle de ces gens. Moi, je vous parle des clandestins. Qui sont restés après 50 ans. Après 50 ans, ils étaient bien contents de pouvoir y rester parce que malheureusement, ils pouvaient pas faire autrement. D'accord. Aujourd'hui, la majeure partie des gens qui sont dans ces HLM, je pense, j'en sais rien, j'ai pas fait d'enquête, mais je pense, quand vous parlez avec eux, que ce sont les mêmes gens que ma grand-mère, que mes grands-parents qui étaient dans ces HLM et qui ne pouvaient pas en sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élevé leurs enfants pour faire en sorte que ces enfants-là, que cette nouvelle génération, elle, puisse aller à l'accession, puisse être propriétaire. Plutôt que de dire qu'ils méritent pas d'avoir ces logements sociaux, que machin. Essayons d'élever les mentalités. On va en parler dans quelques minutes, je suppose, de l'éducation, de faire en sorte qu'ils puissent élever leurs enfants dans des écoles, dans toutes ces choses-là. Mais de dire simplement que c'est des clandestins qui sont dans ces logements, je pense mais on mélange. Vous mélangez deux choses parce que moi j'ai pas parlé de l'immigration légale. J'ai parlé des clandestins. Donc vous sortez à nouveau du sujet. Mais pour qu'il y ait une école pour leurs enfants, excusez-moi, pour qu'il y ait une école pour leurs enfants, il faut un environnement de sécurité. Quand je vous parle de l'école de Vaux-en-Velin, dans le quartier du Mas du Taureau, parce que moi je discute avec ces gens-là, j'étais candidat, et qui me disent, mes enfants sont confinés à 8 reprises parce qu'il y a des coups de feu aux alentours. Mais comment vous qui mélangez tout là. Excusez-moi. Je sais pas, vous me dites qu'il faut que ces gens-là élèvent leurs enfants dans un environnement serein avec une école pour élever les esprits. Et par contre, vous déniez la situation et la réalité avec des rodéos, des meurtres, des personnes shootées, une délinquance redoutable dans ces quartiers-là. Excusez-moi, on mélange pas tout. On va avancer. Je pense que la majorité des gens qui aujourd'hui sont dans les HLM ne sont pas des migrants en situation irrégulière. J'ai jamais dit ça. Non, mais je vous dis qu'il y a une priorité aux familles françaises qui n'ont rien violé. Et c'est pas ce que disait Benjamin non plus dans l'article. Si je peux me permettre, avant de conclure ce sujet qui s'étend, mais clairement le sujet c'est il manque des logements sociaux, le faible taux de rotation nécessite une nouvelle réflexion sur les modalités d'attribution, redonner le pouvoir aux maires notamment, après des modalités pour mettre des contrats à durée déterminée sur ces logements avec un suivi social pour permettre aux gens peut-être d'accéder à la propriété. Il y a des choses qui sont aussi vertueuses dans cette étude, donc ne caricaturons pas, et les logements sociaux ça existe aussi en ruralité. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord
avec ce que dit M. Cauchy. Allez, vous vouliez revenir, vous, sur la taxe lapin. Oui, la taxe lapin, c'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, parce que si vous mettez d'un côté, vous dites c'est pas mal quand même, ça veut dire qu'on va être obligé de tenir ses rendez-vous. Taxe lapin, vous savez, c'est quand on prend des rendez-vous en ligne. On pose un lapin à son médecin, et finalement le créneau est perdu pour son médecin. Donc vous vous dites d'un côté c'est bien, parce que ça permet de quand même rentabiliser. Alors c'est pas énorme, c'est 5 euros je crois en termes de rentabilité, mais de l'autre côté vous voyez que les médecins ne sont pas du tout contents de cette proposition. Non. Ce sont quand même eux qui sont les premiers concernés. Donc j'arrive pas à savoir si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. En tout cas, c'est quelque chose de politique qui avait été annoncé par Gabriel Attal dans son discours de politique générale en janvier dernier. On voit qu'il veut accélérer la réflexion. Maintenant, je pense pas qu'il pourra ou il devra faire l'économie d'une concertation avec les médecins. Et c'est comme toujours dans ce gouvernement, malheureusement. Il y a une annonce et après le concret, c'est-à-dire que c'est une usine à gaz. C'est-à-dire comment vous allez mettre ça en place. Les médecins vont demander l'empreinte de la carte bancaire. Ça veut dire qu'il faut que vous vous mettiez d'accord avec les plateformes privées de réservation. Oui, et Doctolib, visiblement, n'a pas l'air d'être très... Donc c'est encore une annonce dans le... Et surtout, vous n'entendez pas le ministre de la Santé là-dessus. Non. C'est-à-dire que vous entendez le Premier ministre, c'est super, ça fait un effet d'annonce, c'est génial. Ça permet de mettre en écho et mettre un rebond sur ce qu'il a annoncé en janvier dernier. Mais Frédéric Valletoux, je pense que j'annonce à plein de vos auditeurs qui est le ministre de la Santé en même temps, Frédéric Valletoux, vous ne l'entendez pas, vous ne savez pas ce qu'il en pense. Et c'est il est secrétaire d'État, non? C'est Catherine Vautrin qui est ministre en charge. Délégué ou secrétaire d'État. C'est de la com, Mathieu. Je suis d'accord avec Alex. Oui, moi j'ai trouvé que c'était vraiment de la com. C'est une séquence qui arrive un peu en plus comme un cheveu sur la soupe, et puis ça ne règle pas le vrai sujet. Alors certes, je suis d'accord avec vous, il y a une question de politesse, ça paraît pas aberrant de prévenir quand on va pas à un rendez-vous médical, mais le vrai sujet c'est aussi la difficulté d'avoir des rendez-vous pour certaines spécialités. Dans les déserts médicaux en ruralité, c'est très compliqué, mais pas que. À Paris, pour moi qui suis parisien, celles et ceux qui ont déjà essayé d'avoir un rendez-vous avec un ophtalmo, généralement c'est dans 4-5 mois. Ouais. Voilà. Donc ça, ce serait un vrai sujet. J'aimerais que le gouvernement se penche là-dessus et nous apporte une réponse concrète en concertation avec l'ordre des médecins et les représentants du corps médical pour avoir une vraie réponse pour les gens. Là, la taxe lapin, bon, c'est quand même quelque chose qui est encore un peu, on va taper sur les doigts des gens. Certes, il y a des abus, mais on aimerait bien qu'il y ait quand même des solutions qui soient un peu apportées pour l'accès aux soins. C'est... pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est une mesurette. Oui, il y a la politesse de prévenir quand on n'honore pas un rendez-vous, que ce soit chez le médecin ou ailleurs d'ailleurs. Mais c'est une mesurette, mais l'essentiel, les 40 000 lits d'hospitalisation qui ont été fermés, les déserts médicaux dans la zone rurale, et vous l'avez bien dit, aussi dans les zones urbaines, notamment dans certaines spécialisations, des soins palliatifs présents, je crois, dans un département sur 3 dans notre pays, des soignants qui sont 10% moins bien payés que dans le reste des pays de l'OCDE, un numerus clausus pour les médecins qui existe toujours, on n'a pas doublé non plus l'accueil dans les écoles d'infirmiers. Bref, la taxe lapin paraît dérisoire par rapport aux problèmes de santé dans notre pays. Alors que ce matin, Catherine Vautrin, nos confrères d'RTL, disait il faut que les Français comprennent que la santé n'est pas gratuite. Il y a peut-être d'autres moyens de leur faire prendre conscience de cela. Benjamin ? Oui, moi ça me dérange pas finalement cette histoire de non mais sur le principe, je pense que tout le monde est d'accord. Après c'est la faisabilité du truc, c'est-à-dire qu'on annonce quelque chose avec lequel les médecins sur le fond sont d'accord, mais dans le concret comment on fait. Après il y a ceux qui annulent parce qu'ils ont une réelle raison, il y a ceux qui ne préviennent pas. Comment on va faire comme dans certains restaurants, on va prendre l'empreinte de carte et vous débiter. Oui, c'est ça. Je vais rentrer. Là c'est peut-être mon petit côté assureur qui va parler, mais si on rentre un petit peu dans la mécanique, ça sous-entendrait qu'il faudrait payer à l'avance sa consultation, parce que je ne vois pas de quelle manière on pourrait faire tarifer cela, sachant que d'une manière ou d'une autre le patient serait remboursé. Moi, il y a des choses qui me paraissent plus pertinentes pour aller chercher des économies plutôt que ça. Si on a besoin d'argent, on peut par exemple se demander quel est le coût de gestion finalement entre les régimes obligatoires et les régimes complémentaires. 7 milliards d'euros. Ça coûte 7 milliards d'euros à la Sécu de faire ça, et ça coûte à peu près autant à chaque assureur. Bon, le jour où on se dira, tiens, on pourrait peut-être mutualiser pour faire des économies au service des patients, on pourra se poser des questions, on pourra peut-être payer et financer des maisons médicales avec ça. Voilà. On se retrouve dans un instant, juste après la pause. Restez avec nous, on va parler de ce qui s'est passé à Challans, à Viry-Châtillon, avec ces violences de plus en plus violentes dans les écoles et dans la société en général. À tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons de débattre avec vous sur Sud Radio et on est avec vous pour commenter cette actualité. Avant de vous donner la parole et d'évoquer les violences dans les établissements scolaires, enfin plus que les violences d'ailleurs, je voulais juste revenir sur cette information. Ce week-end, on a appris qu'en vertu d'un accord entre la France et le Qatar, les forces de sécurité du Qatar vont apporter leur contribution à la couverture sécuritaire des Jeux Olympiques. Donc Florence Bergeau-Blaclair, qui travaille beaucoup sur les frères musulmans, qui a écrit un livre sur le sujet, c'est elle qui tweet, elle cite: à cet égard, une équipe qatari s'est rendue à Paris pour se familiariser avec les dispositions logistiques, les lieux, les affectations et autres dispositions. Et elle précise le Qatar, financeur des frères musulmans du Hamas et d'Al Jazeera, pourra ainsi identifier l'architecture de la sécurité française pour d'autres occasions moins amicales. C'est ce qu'elle dit. Elle dit: si nous avons vendu notre sécurité pour les Jeux Olympiques au prix d'un avenir très sombre et bien plus inquiétant, c'est une catastrophe. C'est vrai que le Qatar n'est pas un pays comme les autres. C'est un pays avec lequel on a des accords effectivement de sécurité. On est allé les aider pendant la Coupe du Monde de football. Sauf que je sais pas, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous pensez qu'on devrait être un peu plus prudent? Florence Bergeau-Blaclair, continue: le Qatar est un de nos ennemis les plus sournois. Il est dans tous les coups qui peuvent nuire à nos démocraties séculières. Wokisme, terrorisme, frérisme, propagande mensongère avec AI, Al Jazeera. Pourquoi lui confier notre sécurité collective? C'est toute l'ambiguïté de notre relation avec le Qatar depuis une quinzaine d'années. C'est pas nouveau. Il y a toujours ce double discours avec d'un côté, intérieurement, la lutte effectivement contre la radicalisation, contre l'islamisme, contre le terrorisme, et d'un autre côté, les accords commerciaux et les échanges avec le Qatar, dont on sait qu'il est plus qu'ambigu sur les sujets géopolitiques. Et je rappelle que c'est pas nouveau, puisque il faut se souvenir de la façon dont le Paris Saint-Germain a été vendu au Qatar par Nicolas Sarkozy, le rôle qu'a joué Nicolas Sarkozy dans cette vente, pour se rendre compte qu'effectivement, nous avons une ambiguïté totale avec le Qatar, qui est un partenaire commercial. On voit bien que il y a des histoires, de balance commerciale aussi en jeu. Mais je suis d'accord avec vous, Valérie, lorsqu'on regarde et qu'on expurge tout ce contexte et qu'on prend les faits, le fait de se dire que, je suis pas un expert du sujet, mais que des données sensibles, potentiellement classifiés ou secret défense, peuvent tomber entre les mains d'une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, et d'autant plus le Qatar, c'est un petit peu inquiétant. Oui, bien sûr. Alex Darmon? Oui. Moi, ça m'a interpellé. Oui, et puis vous oubliez de dire quand même que le Qatar, vous oubliez de le dire, mais vous le savez, que le Qatar héberge en ce moment les leaders du Hamas, quand même, qui sont des responsables terroristes et qui sévissent en Israël, et à cause de qui on en est un peu là dans cette région du monde. De toute façon, de base, le fait que la France soit obligée de confier sa sécurité à une autre puissance, c'est un problème pour les Jeux Olympiques. C'est un problème. Alors il y a des accords qui sont faits régulièrement, comme nous on est allé les aider au Qatar. Vous m'excuserez de penser quand même que la France peut aller aider d'autres pays, notamment le Qatar, mais qu'elle n'est pas obligée de se faire aider pour l'organisation des Jeux Olympiques dans son pays, surtout qu'elle sait depuis 12 ans qu'on va les organiser dans notre pays. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est: est-ce que c'est tant surprenant que ça? Est-ce que c'est si surprenant que ça quand vous voyez qu'il y a quelques semaines, l'émir du Qatar a été reçu à l'Elysée en grande pompe, Kylian Mbappé était même là pour le remercier de tout ce que le Qatar avait fait pour le PSG et pour la France, et malheureusement je sais de quoi je parle, puisque j'étais supporter du PSG. Donc c'est un vrai souci sur le fond et sur la forme. Et le dernier point qu'il faut quand même mettre en avant, et il faut, je pense, quand même en avoir conscience, c'est qu'aujourd'hui plusieurs présidents de la République qui se sont succédés ont accepté ça.
ont accepté. Vous avez parlé de Nicolas Sarkozy, qui est quand même celui qui a déclenché tout cela. François Hollande n'a rien fait contre et pour empêcher tout cela. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron participe. Et puis, il y a aussi les instances internationales qui permettent de légitimiser ce pays, légitimiser le Qatar. Quand vous accordez la Coupe du Monde de football en 2022 et que ça paraît normal à tout le monde, alors que c'est quand même un pays au niveau de droits de l'homme qui n'est pas le plus clean. Bon bah voilà, en fait on rentre dans une normalité normale entre guillemets. Et une dernière chose, c'est qu'on s'insurge parce qu'on parle du PSG de voir Anne Hidalgo refuser de vendre le Parc des Princes aux Qataris. Et donc les Qataris nous annoncent qu'ils vont construire un nouveau stade de football et tout le monde lui tombe dessus, moi le premier. Et il faut quand même se dire et aujourd'hui remarquer que si elle refuse de vendre le Parc des Princes, l'argument qu'elle avance avec Pierre Rabadan, son responsable des sports à la mairie de Paris, c'est le fait que c'est un joyau de Paris, que c'est une merveille architecturale et qu'il faut pas vendre et léguer le patrimoine. Est-ce que finalement elle a tort ? Elle a raison. Est-ce que finalement elle a tort ? Mais là-dessus, mais c'est un sujet qui est lié malgré tout. Alors Mathieu Bachelon. Non, mais juste pour rebondir très vite et après je laisse la parole. La question du PSG, moi-même étant supporter du PSG depuis plus de 30 ans, sur la question du Parc des Princes, effectivement, Anne Hidalgo, je pense, a été beaucoup critiquée sur ce sujet-là. Je pense qu'elle a raison. On ne peut pas brader un stade qui fait partie de l'histoire de la ville, qui appartient aux Parisiennes et aux Parisiens, au Qatar, sans aucune condition. Alors, effectivement, tout le monde lui tombe dessus. Je pense que sur ce sujet-là, même si le PSG mérite un grand stade et mérite, ça c'est un autre sujet, avoir un stade plus grand, plus moderne, sur la question du Parc des Princes, ne pas le brader aux Qataris qui jouent un peu à un jeu de billard en mobilisant tantôt l'Elysée, tantôt, on en parle encore de lui, Nicolas Sarkozy qui a sa place toujours en corbeille VIP au Parc des Princes. Anne Hidalgo, je pense, sur ce sujet, et Pierre Rabadan ont raison de ne pas brader le Parc des Princes. Mais au-deldelà du Parc des Princes, donc la sécurité, peut-être Andrea Cotarac, la sécurité avec l'aide du Qatar. Écoute, moi je veux pas jouer l'oiseau de mauvaise augure, c'est-à-dire que j'ai envie que ces JO se passent bien. D'ailleurs, le RN a dit qu'ils étaient à disposition du gouvernement pour mettre nos différences de côté, pour que ça se passe bien, parce que la sécurité, c'est primordial. Donc, qu'il y ait une coopération en matière de sécurité avec des pays européens, par exemple, j'y vois aucun problème. Qu'il y ait des coopérations dans le renseignement avec des pays dits musulmans, comme les Émirats Arabes Unis, pourquoi pas ? Les Émirats ont interdit, par exemple, les frères musulmans sur leur sol. Le Qatar, c'est quand même un peu spécial. Et vous avez raison de le dire. Et ça date pas de Macron, Nicolas Sarkozy et les autres. Votre confrère Georges Malbruno avait écrit un livre, Qatar Papers, sur la manière dont ce pays rentrait sur notre territoire en finançant des organisations radicales. On a eu le Parlement européen a subi les Qatar Papers, Qatar Gate, avec une ingérence du Qatar qui finançait notamment la vice-présidente du Parlement européen qui a été perquisitionnée chez elle avec des dizaines de milliers d'euros en cash. Ça pose quand même question. Le Qatar, c'est aux antipodes de la République française. La République française, elle est laïque et universelle. Le Qatar est théocratique et islamiste. Donc, effectivement, je me pose question sur le Qatar et même sur une coopération avec des pays extra-communautaires, extra-européens. Benjamin, un mot ? Oui, non, je suis pas véritablement étonné qu'on travaille avec tant de pays. Je vous rappelle que la semaine dernière, Monsieur Le Cornu a proposé à la Russie une entraide sur la lutte contre le terrorisme. Et c'est pas pareil. Ça ne nous a pas choqué outre mesure. Pourquoi c'est pas pareil ? Là, en l'occurrence, c'est le sur le Qatar, renseignement. Il est aussi peut-être dans des volontés, peut-être de montrer patte blanche, encore une fois, dans sa logique de soft power, dans l'intérêt des Jeux Olympiques. Évidemment, nous ne sommes pas dupes sur l'entrisme du Qatar depuis plus de 20 ans, soutenu par les différentes majorités qui se sont succédées. Bien évidemment, de façon pragmatique, aujourd'hui, vu l'état des Jeux Olympiques, on n'est pas capable de surveiller avec 2 ordinateurs portables. On s'est fait voler des clés USB. Si un pays qui a les moyens, les ressources et des renseignements qui nous permettent d'amoindrir le risque terroriste, moi je le prends. On se retrouve dans un instant et on va revenir sur cette hyper-violence des jeunes. Un jeune est mort parce qu'il avait, semble-t-il, échangé avec une jeune fille. Ses frères n'étaient pas d'accord. C'est ce qu'on appelle un crime d'honneur quand on tue quelqu'un pour ne pas qu'une femme de sa famille soit en contact avec un autre homme. On en parle aujourd'hui avec vous dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On continue, alors on a un peu dévié de notre programme, on va continuer le tour de table qui rejoint notre sujet des différentes violences entre cet infirmier agressé à Challans, violemment pris à partie par un patient, par la famille d'un patient et qui est aujourd'hui grièvement blessé, ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Andrea Cotarac, vous vouliez revenir sur les violences, la flambée de violence en France. Il y a toujours eu de la violence. Oui, mais revenir sur le contexte, moi j'ai analysé la semaine dernière, il ne s'est pas passé un jour sans une violence de la sorte. Alors on a eu effectivement la petite Samara de Montpellier qui, si l'on en croit les dires de sa maman, a été agressée et placée en coma parce qu'elle s'habillerait un peu trop à l'européenne et aurait été opposée au port du voile. On a évidemment l'assassinat de Chemseddine, ce pauvre collégien de Viry-Châtillon, parce qu'il aurait partagé des échanges de messages avec une fille dont les frères de cette fille n'auraient pas toléré cela et auraient souhaité sauver un prétendu honneur de la famille en organisant son assassinat. Je prends les termes du procureur de la République. Donc franchement, il faut stopper cet ensauvagement de la société et je dirais même cette barbarisation qui sévit chez les collégiens. Moi, j'ai regardé une étude du ministère de l'Éducation nationale pour 2022. 46% des collégiens ont dit être victimes au moins une fois d'une agression physique ou verbale. Et pire que ça, on a 6,7% des collégiens qui disent qu'ils ont été agressés plus de 5 fois dans l'année et 4% qui ont subi une agression avec arme. Je parle de collégiens. 15 ans, 16 ans maximum. Donc franchement, il est temps, je crois, de resacraliser l'intégrité physique. On a trop de violences gratuites, on a des chiffres du ministre de l'Intérieur qui expliquent que ces agressions physiques explosent dans notre pays. Peut-être faudrait-il, par exemple, empêcher les aménagements de peine pour des condamnations supérieures à 6 mois d'emprisonnement. Peut-être faudrait-il supprimer pour les mineurs des aménagements de peine pour favoriser des peines efficaces, efficientes, rapides et notamment de prison ferme. Mais je crois que Monsieur Darmanin qui saute partout, le ministre de la Santé, on ne sait pas où il est, vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà, dans les services publics, on ne frappe pas un brancardier des urgences parce qu'on attend trop aux urgences. On ne tape pas, on n'assassine pas un jeune parce qu'il correspond avec sa sœur. Je veux dire, il y a des règles élémentaires, je pense, comme le maire de Viry-Châtillon le disait, il faut réapprendre à sévir, réapprendre à punir dans notre pays pour retrouver un sens commun. Alors j'en profite pour faire mon coup de cœur au passage, puisque Andrea Cotarac a cité le maire de Viry-Châtillon. Mon coup de cœur dans cette actualité très sombre, c'était une petite lueur d'espoir avec le maire de Viry-Châtillon, que j'ai trouvé très digne, avec une réaction mesurée, en même temps sur le terrain, avec la volonté d'agir. Et au-delà du maire de Viry-Châtillon, le coup de cœur, c'était que je voulais faire ce matin, c'était pour l'ensemble des maires et au-delà des élus locaux en France, qui sont en première ligne. L'expression que vous connaissez sûrement, qui est souvent utilisée, que je n'aime pas du tout, qui est à portée de baffe, qui devient au premier degré, puisqu'ils sont à portée de baffe, au sens premier du terme, des élus mal payés, qui ne comptent pas leurs heures, qui sont généralement insultés, menacés, quel que soit leur territoire. L'élu est considéré de plus en plus comme un guichet, tout est dû, les gens viennent réclamer des choses, avec en plus généralement des tas de normes qui leur tombent dessus, et ces élus font leur travail avec humilité, avec peu de moyens, et je voulais leur tirer un coup de chapeau parce que on dit souvent que les politiques sont cyniques, sont intéressés, font ça pour le goût du pouvoir ou je ne sais quoi, et l'immense majorité des élus locaux sur l'ensemble des territoires de ce pays, quelle que soit leur couleur politique, font, je trouve, honneur à la promesse républicaine, et heureusement qu'il y a ces élus locaux qui, au quotidien, tentent d'apporter des solutions concrètes et d'essayer de rendre la vie un petit peu meilleure pour leurs concitoyens. Ouais. Quand Alex, j'entendais ce matin le maire de Viry-Châtillon, il faut quand même savoir que son salaire, il l'a donné ce matin, 2009. 2 900 € net pour faire tout ce qu'il fait,
pour prendre des engueulades. Le marché, quand il va au marché, il se fait engueuler. Alors peut-être pas lui particulièrement, mais tous les élus locaux. Donc moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Mathieu. Il faut leur tirer un coup de chapeau et se poser les questions aussi pour savoir pourquoi ils veulent pas se représenter, ces gens-là, tous les 6 ans. Bien sûr. Il y a bien des raisons. Après, sur l'hyperviolence dans la société, c'est compliqué parce qu'effectivement il y a de l'hyperviolence, que ça ne s'arrête pas, que tous les jours vous avez un drame qui est annoncé, mais il y a une nature qui est différente sur cette hyperviolence. Quand vous voyez effectivement dans les services d'urgence ce brancardier se faire prendre à partie et se faire tabasser, c'est complètement fou. Enfin, vous vous dites, c'est effrayant, hein, vraiment. Après, c'est ce que beaucoup disent, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est pas que c'est pas nouveau, c'est que les médecins alertent aux urgences depuis des mois, voire des années, en disant qu'il y a effectivement des gens qui se comportent mal. Moi, ce que je trouve, ce qui me frappe, c'est qu'on semble découvrir la lune, on semble découvrir qu'il y a des violences. Non, mais la parole se libère beaucoup plus. Sûr. Voilà, c'est tout. C'est que, en tout cas, dans ces services publics, la parole se libère beaucoup plus, et tant mieux. Il faut que ça continue. Il faut qu'on s'occupe et qu'on traite le problème. C'est aussi un manque de personnel certainement qui fait que on n'arrive pas à traiter toutes les demandes qui arrivent aux urgences et que les esprits s'échauffent, même si c'est en rien excusable, attention. Et puis de l'autre côté, vous avez les drames auxquels on a assisté ces derniers jours. Vous l'avez dit, Samsedine, Samara à Montpellier, Samsedine à Viry-Châtillon qui se fait tabasser parce qu'il aurait, tabassé et assassiné parce qu'il aurait eu des échanges avec la petite sœur des gens qui l'auraient agressé. Et là, c'est encore un autre problème. C'est un problème de culture aussi. Je suis désolé, il faut dire les choses. C'est un problème de savoir... en fait, on parle de femmes qui sont au cœur, au début de ces solutions-là. Et donc, en fait, certains considèrent que le corps des femmes leur appartiennent. Et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un vrai problème. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi dans les cultures et dans la tête de ces gens-là, on laisse faire, on laisse dire, on laisse s'établir des choses. Et là, je pense que si on traite pas le problème à la racine et qu'on se pose pas et qu'on ne dit pas les choses clairement sur est-ce que ces femmes, moi j'ai une sœur, une mère et des amis, je me dis est-ce que j'aurais le droit moi-même de décider pour elles? Mais non, pour moi c'est logique que non, c'est sûr que non. Il y a problème, c'est que de l'autre côté, dans une certaine partie de la société, ce n'est pas le cas. Oui, Benjamin Cauchy. Oui, écoutez, la semaine dernière, ça ressemblait plus à un scénario d'un nouvel épisode de Mad Max qu'à la vie tranquille auquel un pays souhaite aspirer. Comment voulez-vous que des jeunes ne ressentent pas l'impunité que leurs grands frères, que leurs aînés ressentent eux-mêmes. Lorsque vous avez vu dans l'actualité ces dernières années, j'ai perdu le nom malheureusement de cette vieille dame qui s'est fait violer et qu'a-t-il encouru comme peine cet agresseur là dont j'ai perdu le nom? Ok, voilà. Quoi qu'il en soit, l'impunité chez les adultes fait que les jeunes, du coup, se sentent également libérés de toute règle et s'affranchissent de toute règle. Le problème est là, c'est que la disparition de l'autorité à tous les étages de notre société avec un grand S fait qu'aujourd'hui, les enfants se sentent livrés à eux-mêmes. Ils sont dans la culture jeux vidéo, je reviens là-dessus aussi. Ça n'excuse pas, mais je suis désolé, je pense que vivre dans le virtuel trop longtemps leur fait faire des choses débiles. Oui, virtuel, mais le virtuel, vous êtes capable quand vous êtes élevé, quand vous avez des parents, vous êtes capable. Quand vous êtes élevé, Valérie, le problème est là. Mais c'est toujours pareil, c'est une question de responsabilité parentale. Avant de parler des jeux vidéo, on parle peut-être de la responsabilité parentale de ces enfants. Encore une fois, vous avez des pédopsychiatres qui n'ont pas été écoutés, qui vous expliquent quand même qu'il y a un problème d'éducation quand on a ces gosses en centre fermé qui sont incapables de faire la différence entre le bien et le mal, à qui on demande à 10-12 ans de dessiner sur un visage la joie, la peine, la colère, qui ne savent pas le faire, qui n'ont pas joué, qui ne savent pas ce que c'est que le faire semblant, vous arrivez à des situations comme celle-là. Et effectivement, après vient se greffer là-dessus toute une partie de religion, où il y a beaucoup de gens qui réagissent là-dessus. Je vois un tweet, quelqu'un dit donc ils ont tué Shamseddine car ils craignaient pour la réputation de leur sœur. Je rappelle que ceux qui sont mis en examen pour l'instant ont pour plusieurs d'entre eux déjà eu affaire à la police, donc la réputation, merci. Et ce tweet dit ça se passe en Iran, en Afghanistan, non c'est en France. Donc code d'honneur, un autre auditeur me dit plutôt code de déshonneur. Effectivement, quand on parle de code d'honneur, c'est comme si on accréditait cette idée que on peut effectivement, pour sauver l'honneur de la famille, interdire, ce que disait Alex, à une femme d'avoir des fréquentations, à une jeune fille, à des ados, de s'habiller à l'européenne. De s'habiller à l'européenne. Non, mais l'honneur de la famille, c'est organiser l'assassinat d'un jeune de 15 ans.
C'est ça l'honneur de la famille, tuer un enfant. Frapper une jeune à Montpellier qui s'habillerait trop à l'européenne, comme vous l'avez dit, mais il n'y a pas d'honneur. Alors après, vous me dites, ça date pas d'hier, bah quand même. On a eu 2 professeurs décapités, on a aux urgences 24 500 personnes dans le personnel qui ont été victimes d'atteintes physiques, donc dans les urgences. On a 15 000 policiers l'année dernière qui ont été blessés. On a une explosion, je le disais tout à l'heure, des agressions dites gratuites, c'est-à-dire des agressions physiques dans la rue, dans le domaine public. Je suis désolé, on a un ensauvagement de la société, je dirais même en ce qui concerne Shamseddine, une barbarisation. Vous imaginez, pour tuer un jeune homme de 15 ans dans un hall d'immeuble, faut taper fort, hein. Ouais. Faut être vraiment déterminé. Donc j'espère que ces gens-là seront punis pour donner l'exemple et pour dire qu'il y a des règles dans notre pays, il y a un sens commun, on vit ensemble, quand ces règles sont violées, on est sévèrement puni. François, un auditeur me dit rien de nouveau à Strasbourg, souvent des affaires comme ça dans la communauté turque. Ah, mais vous savez, le problème de tout ça, c'est que on le sait, on le voit, on est tous d'accord, il y a un problème, si vous voulez employer le terme d'ensauvagement, pourquoi pas, d'ensauvagement de la société. Mais il y a surtout un problème, en fait, de concertation politique. Quand vous avez les émeutes en juillet dernier ou en juin dernier, et que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, d'ailleurs il faut quand même dire une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de condamnations sur les actes à la personne qu'en ce moment. Jamais autant. Peut-être que c'est pas assez, mais il n'y en a jamais eu autant qu'en 2023 et qu'en 2022. Dans l'ordre des choses. Et quand vous avez en juin dernier des émeutes et que le ministre de la Justice dit il faut sanctionner les parents, c'est par eux que ça commence et tout, et que de l'autre côté vous avez parce que c'est politique et que ça fait bien d'être dans l'opposition des gens, et vous voyez de qui je parle, de la France Insoumise, notamment des députés de la France Insoumise qui vous disent oui mais attention, faut pas victimiser, faut pas montrer du doigt, faut pas délégitimiser, machin. Et que la semaine dernière, un proviseur d'une école démissionne parce que une élue d'Agnès Simonet, France Insoumise, dit que elle a été que ce proviseur a sans doute un lien et une causalité au fait que qu'il a frappé. Voilà, qu'il a frappé cet enfant qui était voilà. En fait, vous avez un problème de coordination politique dans notre société. Tout le monde ne se bat pas pour la même chose. Voilà. Donc on peut faire tous les débats qu'on veut sur ce plateau et c'est important d'en parler. Mais moi je suis pas député et j'aspire pas à l'être. Je vous fais une annonce aujourd'hui. Je n'aspire pas à devenir député tant que les politiques ne se rendront pas compte de la gravité de ce qui est en train de se passer. Mais je pense qu'ils le savent, mais que la solution n'existe pas. On va marquer une pause et on continue ce débat. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous, des réactions d'auditeurs. Marie nous dit, on dirait que vous découvrez les effets d'un certain communautarisme. Venez vivre dans le 93 comme moi, et ce depuis 40 ans. J'ai vu le phénomène s'amplifier au fil du temps et les politiques sont restés inactifs, continuant à allumer des bougies et à faire des marches blanches. Thomas nous dit, lui, la grande criminalité, homicide crapuleux, hold-up, vol avec armes, ont progressé de 10, ça a progressé de 10,41%. Donc oui, il y a toujours eu de la violence et de la délinquance. Maintenant, les causes, la causalité et les propos ne sont peut-être pas les mêmes. Un autre auditeur me dit, chez certaines familles, ces adultes élèvent leur progéniture dans la rue à travers les jeux vidéo et ça produit effectivement des monstres. Il en est de même dans le sud-est. Nous avons été obligés de vendre notre maison de famille afin de vivre meilleur. Effectivement, la question de l'insécurité revient. Est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle augmente pas? Ce qu'on remarque, c'est encore une fois une hyper-violence malgré tout, c'est-à-dire des collégiens tués. Je ne sais pas si dans les chiffres, je ne peux pas ouvrir votre papier Thomas, mais si dans les chiffres on a eu autant d'enfants tués, de vous rappeliez les enseignants décapités, et effectivement les causes qui sont des affrontements avec fond de religion. Alors je ne sais pas qui veut, Benjamin. Oui. Tout ce serait les filles aussi. Oui. Oui, je suis assez partagé sur ces constats que l'on fait en expliquant que nos politiques ne peuvent plus rien. Juste avant la pub, Valérie, vous disiez, je crois que tout est fichu. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit tout est fichu. J'ai dit que c'était assez compliqué pour les politiques aujourd'hui de trouver une solution à cela.
La solution, pour le coup, je pense que c'est de la volonté politique et de s'affranchir de certaines de règles qui nous empêchent aujourd'hui d'être plus drastiques. Je crois qu'il y a un appel profond de la part des Français, quelle que soit leur conviction politique, à un retour de l'autorité. L'autorité n'est pas un gros mot, et ça, il va falloir le réexpliquer dans les IUFM, dans les écoles des maîtres, dans les instituts qui forment aujourd'hui nos enseignants. L'autorité n'est pas un gros mot, et je crois que cette culture du refus de l'autorité, d'interdire finalement a transformé notre civilisation en petit monstre. Donc il faut remettre de l'autorité, sanctionner et faire en sorte, mais on en revient toujours à ces mêmes sujets. Alex, tu nous dis effectivement que le nombre de plaintes et de sanctions qui ont été déposées après les émeutes, de contraventions n'ont jamais été aussi nombreuses. Est-ce que c'est le fait d'une justice qui est un peu plus efficace? On peut peut-être lui apporter ce crédit. Il y a eu des augmentations de moyens, mais pour autant, il y a aussi le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à intégrer toutes les populations, nous n'avons plus de projet assimilationniste, et vous avez des différences culturelles. Alex, tu en as parlé tout à l'heure, il y a des différences culturelles dans la relation entre les hommes et les femmes, entre l'égalité, les hommes et les femmes, la manière dont la loi prédomine ou non dans la vie quotidienne de certains de nos compatriotes. Je pense que ce sont les sujets qui sont certainement plus fragiles, tendus, sensibles à évoquer, mais pour autant qui font le fond du problème. C'est celui vraiment de l'égalité entre les hommes et les femmes, et sur notre pays aujourd'hui, il y a des gens qui se régissent avec la loi et d'autres qui se régissent avec leurs propres règles. Le code d'honneur, ça me fait penser à la mafia, ça me fait penser vous voyez, au Pakistan, à l'Inde. Voilà, le communautarisme fait que les communautés arrivent avec leurs propres règles. Mais je vous conseille la lecture dans le Figaro du témoignage d'une enseignante agressée dans un lycée professionnel à Paris. C'est une enseignante normalienne qui dit qu'elle n'a pas été écoutée. Elle est normalienne, elle est agrégée, elle va dans des lycées professionnels pour aider ses élèves en difficulté. Elle a eu beaucoup de succès, elle est très fière de cela. Et puis petit à petit, elle raconte la situation qui se dégrade. Son nom de famille, c'est Veil, donc elle a commencé à avoir peur aussi à cause de son patronyme. Elle a rapporté des incidents à l'administration du lycée Louis Armand. Elle dit: j'en ai fait une dizaine, je ne voulais rien laisser passer. Et en gros, elle dit: la direction a peur de faire fuir les familles, les syndiqués ne veulent pas faire de vagues, ceux qui attendent une mutation préfèrent attendre silencieusement, et beaucoup craignent les représailles physiques. Mais elle raconte, pour avoir été dans ces établissements, une lente mais certaines dégradations des conditions, avec l'arrivée des dealers, avec l'arrivée d'éléments plus âgés, de gamins de 18 ans qui viennent dans ces classes, et elle a été agressée, elle a évidemment arrêté, et c'est la minorité qui tyrannise une majorité. Je pense qu'il y a eu, Benjamin Cauchy a raison, un changement de mentalité et de perception des choses sur le rapport à l'autorité. Effectivement, pendant des années, il était très compliqué, notamment à gauche, une famille politique que je connais bien, d'avoir ce discours qui a priori était normalement audible par tous, de dire que la sécurité était la première des libertés. Et rappelez-vous, les précurseurs dans ce domaine, Ségolène Royal en 2007 avec l'ordre juste, Julien Drey, Manuel Valls, se sont fait très rapidement vilipender, tout de suite l'anathème traité d'extrême droite, alors que ce sujet d'autorité, et notamment Manuel Valls et Julien Drey, qui étaient justement élus dans l'Essonne pendant des années, ont vu monter dès le tournant des années 2000. A été à Évry. Exactement, ont vu monter ces sujets-là, et il y a eu, par angélisme, je pense, par peut-être politiquement correct, dans plusieurs partis à gauche évidemment, mais pas que, par clientélisme politique certaines fois aussi, une volonté de passer ces sujets sous le tapis. Force est de constater que ces sujets font une irruption de manière assez brutale aujourd'hui dans le débat public, et que là où je serais un petit peu plus optimiste, c'est qu'on peut aujourd'hui avoir quand même, à part chez certains notamment, mais je pense qu'on va en reparler après, à la France Insoumise, où il y a une dérive totalement clientéliste pour le coup sur ces sujets-là. Il y a quand même un changement de paradigme depuis plusieurs années,
où on peut quand même évoquer ces sujets sans être forcément taxé de chemise brune. Et effectivement, le sujet de la sécurité, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, devient une réalité pour les Français. Il faut apporter une réponse. C'est le rôle de la République d'apporter une réponse oui, mais ferme. Ça, ce sont des mots. C'est quelle réponse ferme? Comment vous faites quand vous voyez les réponses fermes, c'est déjà, c'est de pas faire de concessions sur les valeurs, c'est de pas, c'est de comment vous faites? De faire que la laïcité et les principes de la République qui existent soient correctement appliqués, qu'il n'y ait pas une tolérance à l'école sur ces sujets, qu'il n'y ait pas des élus locaux qui permettent. Je suis complètement d'accord. Mais politiquement, le problème, c'est quand vous voyez le ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Enfin, déjà, l'éducation nationale, c'est, à mon avis, le portefeuille aujourd'hui le plus important, le ministère le plus important. Quand vous changez de ministre de l'Éducation nationale 3 fois en 2 ans, c'est qu'à mon avis, vous avez un vrai problème dans la société. Un vrai problème. Ouais. Une auditrice ou un auditeur, non, c'est une auditrice, me dit: je suis éducatrice dans un foyer pour jeunes garçons maltraités et délinquants. Je peux vous dire que ça ne va pas aller en s'arrangeant. La religion, le manque de culture, peu de scolarité, le communautarisme, ça ne nous aide pas. Je suis une humaniste, j'aime le travail que je fais, mais il va falloir être plus dur et cadrant pour ne plus rien laisser passer. Le nombre fera la différence. Ils sont prêts à la violence, pas nous, pas vous. Et ce que raconte cette éducatrice, c'est ce que constate, encore une fois, je le cite et je le recite, Maurice Berger, depuis des années, mais qu'on a catalogué comme facho parce qu'il disait ce qu'il voyait. Vous vouliez revenir sur LFI? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit cette auditrice. Ouais. Je veux dire, on éducatrice, ces éducateurs, ces gens qui travaillent dans les urgences, tout ça, sont amoureux de leur métier. Ils sont amoureux de transmettre le savoir. C'est la chose, à mon avis, la plus exceptionnelle. Mais quand ils peuvent plus le faire, il y a un problème. Alors effectivement, je partage ce que vous dites. Il y a une partie de la classe politique française qui a changé. Parce que moi, je les connais. À la France Insoumise, j'étais 12 ans à côté de Jean-Luc Mélenchon. Au moment où Mélenchon disait que le voile était un acte de soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Ou au moment, en 2010, où il dit que le burkini était un affichage militant. Au moment où il expliquait que le voile intégral était une pratique obscène. J'étais avec Mélenchon. Mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Je suis avec Marine Le Pen pour une raison simple. C'est que Mélenchon manifeste avec le CCIF, une organisation islamiste, dissoute par le ministère de l'Intérieur. Il explique que l'abaya devrait être bienvenue dans les établissements scolaires de la République française. J'y suis fondamentalement opposé. Et quand on écoute les députés de la France Insoumise, notamment dans l'Essonne, Farida Amrani, là où le Chemseddine est décédé, elle explique horreur et tristesse. Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches éprouvés par ce drame. On a l'impression qu'il est mort d'une catastrophe naturelle. Non, mais je pose la question des féministes. Où sont-elles? On parle de crime d'honneur. On parle d'une jeune fille dont les frères sont allés tuer un camarade. Et Samsara, à Montpellier, où est-ce qu'elles sont, les féministes qu'on nous dépeint depuis des années comme féministes, mais qui ne parlent jamais des femmes iraniennes torturées, qui n'ont pas parlé des femmes massacrées, violées, tuées en Israël par ces barbares du Hamas. Où est-ce qu'elles sont? La question des toilettes non genrées qui doit être mais je remercie en tout cas l'éducatrice qui nous a envoyé ce message, parce qu'elle est au cœur de cela et elle voit effectivement, elle a raison, le manque de culture, pas d'éducation, voilà, ça ne peut... Il faut sévir aussi. Je veux dire, il faut abaisser la majorité pénale pour les jeunes aujourd'hui. Il faut suspendre, pourquoi pas, les allocations familiales, puisque en l'occurrence, c'est 2 frères et une fille, donc c'est toute la famille. Toute la famille. Empêcher les aménagements de peine quand on porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Et puis, pardon, pour le proviseur à Paris. C'est lui qui est parti du lycée pour des raisons de sécurité. Il faut inverser. La peur doit changer de camp. Merci à tous les 4. Dans un instant, André Berkoff sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons